Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour la suite des tutoriels. Aujourd'hui on va attaquer ensemble le bastion avec un des deux petits decks que je vous ai préparés qui sont ma foi fort sympathiques en ce moment. Je joue beaucoup bastion en ce moment, je redécouvre un petit peu, je me fais plaisir et j'espère que j'arriverai à communiquer avec vous, à vous communiquer cette envie et ce petit bonheur qu'on a avec le BS2 qui est sorti, qui a fait revenir le bastion au devant de la scène. Avec le deck Akamas qui est très connu. C'est un deck Akamas très puissant et qui coûte vraiment peu cher. Et le 4 BS2 bien fat, je l'ai appelé. Alors je vais vous proposer d'abord le 4 BS2. Pourquoi? Parce que c'est un deck dont d'abord je suis bien sûr, hein. Je suis très sûr de l'Akamas aussi, il est très puissant. Mais je vous propose celui-là parce qu'il coûte moins cher que l'Akamas. Vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques épiques, hein, mais ils sont pas obligatoires. Je vous le propose aussi parce que 4, tout le monde l'a et tout le monde n'a pas Akamas, donc peut-être que celui-là sera un petit peu plus accessible. Et là mon but c'est vraiment de donner aux joueurs du Bastion qui seraient perdus ou qui savent pas comment s'y mettre, ou à ceux qui désireraient se lancer dans le Bastion avec ce BS2, et de leur donner des pistes de réflexion. Donc les amis, ça va se jouer avec notre ami Kat, émissaire de la liberté, qui a deux écoles de magie assez intéressantes, très bonne en AE. Un héros équilibré comme tous les émissaires, et donc qui a forcément, tous les émissaires, pour ceux qui ne le savent pas, ont forcément 2 en fortune. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de skill, c'est le prix à payer pour le 2 de fortune de base. Mais on n'en aura pas besoin de son skill, donc c'est pas vraiment très grave. Alors ici... 4 écarreurs gobelins, simplement parce que moi j'aime bien, donc ça c'est un choix, vous le verrez, je vais bientôt faire une vidéo pour expliquer comment bien créer un deck avec ce BS2 puisque la méta a changé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une créature à 1, pas toujours. Dans ce deck, moi je le choisis parce que j'aime bien tout de suite avoir quelque chose à jouer. Je déteste avoir un tour à vide, surtout quand j'ai pas les événements semaine de la connaissance. Alors voilà, mon petit starter, mon petit pied dans la game, ce sera les 4 éclaireurs gobelins. Ensuite, le bar de vagabond, qui va être très important dans cette game, à condition que vous ayez les 3 épiques, mes amis. Alors pourquoi? Parce que le bar de vagabond vous permet d'appeler une créature unique, et vous la pose en main, vous la fait remonter de votre bibliothèque en main. Et bien, pourquoi est-ce qu'il est très important? Puisque j'ai 3 épiques, j'en ai même 4 en fait, mais j'ai 3 épiques uniques qui sont très bons, tous, mais dans une certaine situation, mes amis. On ne peut pas tous les jouer n'importe quand, il faut vraiment avoir, il y a vraiment un feeling à avoir avec ce deck. Vous allez jouer vos épiques à un certain moment, et votre barde va les appeler. Il faudra à ce moment là bien choisir lequel vous allez prendre. Alors je vais tout de suite vous en dire un petit mot. Zephyria, chasseresse des vents, typiquement c'est très bon en middle game. En middle game, c'est très bon grâce à sa capacité. À chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle entre sur le champ de bataille, une autre créature gagne vivacité. Donc voilà, plus vite vous la posez, plus vite vous allez profiter de son petit skill. Très intéressant. Zephyria élu des vents, cette fois-ci la deuxième version de la carte. Celle-ci est beaucoup plus intéressante en late game. Pourquoi? Parce que son pouvoir, lorsqu'elle rentre sur le champ de bataille, vous replacez une créature dans la main de l'adversaire. Alors évidemment, plus on sera vers le late game, plus cette créature aura potentiellement un coût élevé et plus ce sera une lourde perte pour l'adversaire. Si vous lui renvoyez un titan déferlant en main qui coûte 6 ou 7, ou même une sentinelle des âges, soyons fous, qui coûte 8, je crois, ou 10 de mémoire, non 8, 10 c'est le djinn sculpte nuage. Eh bien mes amis, il perd 8 points. Vous posez une carte à 6 et vous lui renvoyez 8 points dans les dents. J'aime autant vous dire que ça fait très mal. Donc une carte à jouer en late game. Et son deuxième pouvoir, lorsque Zephyria entre sur le champ de bataille, repositionner la créature adverse ciblée. Eh bien c'est notre petit coup du chapeau. Notre petite dédicace au sanctuaire, c'est un petit move, vous le savez bien, qui permet d'achever facilement une créature. Par contre, faites bien attention quand vous la jouez, ne vous faites pas avoir, une erreur typique des débutants qui n'ont pas l'habitude du positionnement stratégique, puisque c'en est un, c'est un positionnement stratégique, et de se dire, ah bah regarde là, si je lui mets une claque à 2, hop, je pose Zephyria, je le déplace, et je retape avec mon autre créature, qui tape à 6, et boum, ça fait 8 points, il est mort, c'est bueno. Beaucoup de débutants, je le vois souvent sur le ladder, jouent Zephyria, et oublient avant de taper avec leur première créature. Ici dans mon exemple, celle qui devait taper à 2. Ils posent Zephyria et une fois qu'elle est posée, c'est trop tard, vous pouvez pas la reprendre, il faut jouer le pouvoir maintenant. Et donc votre petite stratégie sur le positionnement stratégique tombe à l'eau. Voilà mes amis. Et ici pour notre troisième épique unique, eh bien Shinoshi, qui sera utile forcément en late game, comme vous pouvez le voir avec son coup, de toute façon il n'y aura pas le choix, mais qui sera particulièrement utile. Pourquoi on a 2 créatures à jouer en late game? Et bien celle-ci sera très utile contre la magie des ténèbres, Shinoshi qui a charge protection ténébreuse, donc très intéressant, anti-contrôle.
Donc vraiment très très bon, et pensez bien, Shinoshi a une riposte énorme, 6 c'est vraiment une des ripostes les plus élevées du jeu, mais il a également une pool PV qui est assez faible, ne vous faites pas avoir, ne misez pas trop sur la riposte, il peut quand même assez rapidement mourir. On pourrait tenter de l'utiliser pour bloquer une lane par exemple avec 2 créatures qui tapent à 2, admettons. On se dit allez je le pose, s'ils tapent dessus elles vont s'empaler et en plus elles ne le tueront pas. Derrière si votre adversaire chope une semaine des mercenaires, eh bien il vous prend votre carte à 8 gratuitement. Donc faites attention, ne soyez pas trop greedy, ne soyez pas trop gourmand sur le Shinoshi. Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on a? On a également les harpies de Ranar, donc voilà, ça c'est très basique. Ici les chasseurs gobelins, très basique. Le mentor gobelin, une nouvelle carte de la nouvelle extension, très très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a une force de frappe très puissante, hein. Vous pouvez voir que celle-ci est une 2-1-3, et bien celle-ci est une 3-1-3. Donc très très intéressant, plus le petit point de commandement qui peut être utile quand on joue comme ici, ça va être le cas avec 4 et qu'on doit jouer sur 3 tableaux, qu'on doit jouer fortune, magie et en même temps créature. Donc un petit point de commandement c'est toujours bon à prendre. Alors pourquoi, malgré que cette carte soit très forte, pourquoi est-ce que je n'en ai mis que 2? Eh bien parce que sinon je vais avoir beaucoup de créatures de mêlée et ça déséquilibre mon deck. Encore une chose sur laquelle je vous dirai un petit mot, dont laquelle je vous dirai un petit mot pendant la vidéo de tutoriel pour fabriquer un deck, pour construire un deck avec ce BS2, je vous en reparlerai de l'équilibrage, c'est très important. Si vous avez trop de tireurs, vous allez vite être gêné et vice versa. Ensuite, les archers centaures, très classique, les olifants de guerre. Alors là, une carte qui a totalement repris sa place avec le BS2, elle est géniale, hein. 2-2-7. Pourquoi est-ce qu'elle a repris sa place avec le BS2? La méta a changé. Avant, les grosses bêtes à forte pool PV n'étaient pas tellement intéressantes et c'est pour ça que le bastion a pris très cher avant. Le bastion n'était plus au top du top, vous le savez bien. Eh bien parce que le bastion qui est basé sur des grosses poules PV, de la bonne riposte et tout ça, vraiment des grosses créatures comme on peut le voir avec celle-ci, ou même le cyclope bagarreur, ou même l'ancien orc corrompu, eh bien ces grosses créatures se faisaient contrôler parce qu'on vous faisait une moisson d'âme ou alors on vous faisait un vol de créatures et vous l'aviez dans le baba, parce que si on vous vole une créature avec une forte pool PV et une forte riposte, eh bien c'est vous qui êtes le plus gêné forcément, votre arme se retourne contre vous et elle est très forte. Eh bien ici maintenant il y a beaucoup moins de contrôle de grosses bêtes. Et l'olifant de guerre prend toute sa place. Vous pouvez remarquer également une excellente chose avec l'olifant de guerre, mes amis, c'est qu'il a une pool PV à 7. C'est-à-dire que si on lui fait une frappe de foudre dessus qui tape à 6, il n'est pas mort. Alors évidemment, s'il y a une créature en face, elle pourra taper dessus et le tuer et l'achever. Mais ça prendra l'attaque de la créature, il faut qu'il y ait une créature en face. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un petit plus qui est assez important, cette petite pool PV en chiffre impair à 7, très intéressant. Ici, les cyclopes bagarreurs, cartes très utiles dans ce deck qui vont être couplées avec la fortune, puissance de l'attribut. Si vous en avez 4 de puissance de l'attribut, vous pouvez les mettre. Très intéressant, hein. Vous gagnez pour un maigre coup, la créature gagne 3, donc très intéressant, 3 d'attaque. Vous le mettez sur un cyclope bagarreur, mes amis, s'il est sur une lane seule, ça le fait monter à 5 d'attaque. Il a double attaque, c'est-à-dire qu'il tape à 10, il prend la moitié de la pool PV de l'adversaire avec une seule attaque. C'est énorme, mes amis. Et derrière, vous n'avez plus qu'à l'achever avec vos déchiqueteurs crâne noir, qui sont, je le rappelle pour ceux qui connaissent vraiment pas le bastion ou qui ont un petit peu raté le BS2 et tout, le déchiqueteur crâne noir c'est le nouveau Mandemort Pao, hein, évidemment. C'est pour ça que maintenant tous les joueurs du bastion le jouent à 4 la plupart du temps. Quelquefois ils en mettent 3, mais quand ils ont une autre idée en tête. Mais sinon ils en mettent systématiquement 4. Le déchiqueteur crâne noir plus tente de guerre, c'est un gros classique, vous devez le savoir. Ça fait un Mandemort Pao qui tape à 4, c'est très puissant. Alors voilà. Évidemment on en met 4 comme je vous l'ai dit. Le seigneur de guerre clan crâne noir, en voilà un gros nom. Eh bien mes amis, une créature très intéressante, plus on l'utilisera en late game, plus elle le sera, puisque le seigneur de guerre clan crâne noir possède des valeurs d'attaque et de riposte égales à votre niveau de force, mes amis. Donc si vous montez à 10, eh bien il sera une 10-10-7, c'est énorme. C'est une carte qu'on voit beaucoup dans les decks Akamas full force évidemment. Mais elle a sa place dans votre deck aussi. J'en ai 2. Pour tout vous dire, ma première idée de ce deck c'était de ne pas les mettre. J'en ai mis un, je l'ai testé, ça marche très bien. Je vous conseille d'en mettre au moins un parce que ça peut vraiment être une carte qui traîne dans votre main et en late game elle a toute sa force à jouer. Vous voyez vraiment en late game, vous attendez, vous êtes là, vous trouvez pas trop la solution, vous savez pas trop comment finir, votre adversaire, vous lui prenez des créatures, il vous en prend. Vous avez votre seigneur de guerre clan crâne noir qui traîne dans votre main, vous augmentez votre force et quand vous le posez, boum, vous avez une grosse créature qui pose le jeu. Attention, ne la jouez pas contre les ténèbres parce que vous allez vous la faire voler, mes amis, c'est sûr et certain, et là vous serez très mal. Alors, notez aussi une chose,
Le seigneur de guerre clan crâne noir, ses stats évoluent en temps réel, c'est-à-dire que si vous l'avez posé sur le terrain et que vous augmentez à ce moment-là, après l'avoir posé, donc il a pris ses valeurs, mais si vous augmentez après, par exemple le tour d'après votre force, eh bien il augmentera d'un point mes amis. Donc ça peut être très intéressant pour surprendre l'adversaire. Ici, le broyeur crâne noir, une carte fantastique qui était complètement désuète il y a 5-6 mois, elle est un peu plus quand même, il y a 6-7 mois plutôt, elle était devenue complètement désuète parce qu'elle n'était plus assez puissante et là mes amis, elle revient mais d'une force, c'est un incontournable, elle est géniale. 3, 2, 7, une bonne attaque, une bonne riposte, une énorme pool PV, un coup qui est correct pour ce qu'elle fait, c'est vraiment correct, elle pourrait coûter 6 selon moi, et elle a protection contre les sorts adverses, aussi bien les dégâts, aussi bien les possessions par exemple, ou alors les debuffs du style Brin de Soie de Lune qui enlève de l'attaque. Elle a tout mes amis, on ne peut rien lui faire par les sorts, les AE ne la touchent pas non plus. Notez bien que ça n'est pas un anti-ciblage, c'est bien une protection contre les sorts adverses. Elle ne prend ni dégâts et elle ne peut rien subir d'eux, donc très intéressant. Notez quand même que ça ne concerne pas les fortunes. Ici nos 3 épiques qu'on a déjà vues. Je vous en ai déjà parlé, je pense que ça a été assez clair. Ici, le glissement de terrain. Alors j'en mets un parce que, bon, c'est un petit peu discutable, mais moi je l'aime bien parce que ça c'est une carte qui rapidement tombe dans votre main, qui souvent est dans votre main. Elle est un petit peu carte morte au début, mais quand vous jouez contre comment il s'appelle, la nécropole, eh bien mes amis qui vont faire des ossuaires, vous savez qu'en ce moment les ossuaires c'est le grand amour, tous les nécropoles les jouent à fond. En plus c'est une carte super facile à avoir, moi j'en ai 8 d'ossuaires pour tout vous dire. Eh bien un glissement de terrain ça peut vite changer la donne, ça peut vite vous remettre dans la game en détruisant le bâtiment ciblé et en infligeant 2 points à la créature qui est dessus. Donc c'est très intéressant puisque l'ossuaire justement fait venir des créatures qui sont très faibles et qui ont souvent des poules PV à 2 par exemple. Vous lui faites un glissement de terrain, vous tuez la créature et vous vous débarrassez du bâtiment. Pour mémoire, un ossuaire coûte 3 ou 4. Donc vous voyez si vous arrivez, c'est un trade quoi, vous changez ça contre son ossuaire, lui il a fait un investissement mais il a dans le baba et comptez dessus et non vous le surprenez et vous reprenez la game. Très très intéressant. Je n'en mets qu'un parce que tout le monde ne joue pas nécropole donc forcément je vais pas en mettre 2 parce que sinon les bâtiments ça reste quand même assez les bâtiments sont bien, c'est pas ça, mais ça reste assez exotique quoi, on n'en voit pas à toutes les games des bâtiments, donc bon, c'est pas forcément immanquable. Alors ici la foudre, 2 foudres, ça permet de monter, ça demande de monter à 4, alors c'est un peu cher, je sais que c'est un peu difficile de monter jusqu'à 4, mais vous verrez dans la pratique, ce deck je l'ai joué énormément, vous pouvez me faire confiance, c'est parfait comme ça. C'est fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ce deck peut vous permettre de vous débarrasser d'une créature, cette carte, et peut également vous permettre de contrôler excusez-moi, peut également servir de finish en libérant une grosse créature, en libérant une lane pour vous permettre de taper le héros adverse directement. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de finish mes amis? Parce que ce deck justement est basé, comme beaucoup de decks du Bastion en ce moment, est basé sur le fait de voler la victoire. En fait c'est bien simple, vous allez devoir poser vos créatures, ne pas trop chercher le contrôle de la board, mais plutôt chercher à faire du gros dégât à l'adversaire, au héros adverse le plus rapidement possible, et dès qu'il arrive à 7, 8 PV comme ça, là vous partez en mode je te finis maintenant. Donc là c'est parti, c'est tous les coups de salaud, vous balancez les déchiqueteurs crâne noir avec les tombes de guerre, vous foutez des gros buffs sur vos cyclopes bagarreurs avec ça, vous faites des sacrifices pour libérer des lanes, enfin vous voyez c'est parti quoi, en mode salaud il faut le finir. Et c'est vraiment comme ça que ça se joue, c'est très agressif, c'est très désagréable de jouer contre un deck comme ça, parce que vous êtes là, vous avez la game en main, vous avez le board control pendant toute la game, et votre adversaire vous fait un sacrifice, boum, un petit monde mort pao façon maison, une petite foudre pour libérer une lane, et ni vu ni connu, il vous met 10 points dans le baba, et c'est terminé mes amis, fin de la game. Donc voilà, un deck très agressif qui a une mécanique assez spéciale. Alors ici, bon, je viens de vous les montrer, les 3 tentes de guerre, et en fortune, mes amis, revoir sa stratégie, revoir sa stratégie, j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est très polyvalente. D'abord avant tout, elle vous permet de piocher une carte, donc c'est un accélérateur de deck, mais également elle vous permet d'épurer votre deck. Donc évidemment vous ne jouez jamais ce genre de carte contre un jeu meule, on n'en voit plus maintenant, mais avec un peu de logique ça se comprend tout de suite. Et vous recherchez 3 cartes dans votre bibliothèque que vous bannissez, ça vous permet si vous tombez par exemple
Je vais essayer de vous donner un exemple, mais voilà, bah, typiquement, si vous jouez contre quelqu'un, vous êtes sûr et certain qu'il va pas vous faire de bâtiment, bah, vous pouvez bannir glissement de terrain. Si vous jouez contre quelqu'un, vous savez qu'il va pas vous faire de créature. Maintenant, on n'en voit plus, mais par exemple, les slowpoke, à l'époque, vous auriez pu bannir foudre. Si vous arrivez au tour 7, boum, il y a un revoir sa stratégie qui vous tombe en main. Bon, bah, vous retournez là, vous regardez vos créatures, vous dégagez les éclaireurs gobelins à 1, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez déjà eu les épiques, les épiques uniques, les créatures épiques uniques qui vous intéressaient, hop, vous dégagez le barde vagabond. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, vous avez besoin d'une créature. Admettons un autre exemple. Vous avez 4 tireurs sur la lane, vous avez besoin d'une créature. Dans votre main, vous avez une petite fortune, revoir sa stratégie. Eh bien, vous bannissez évidemment des tireurs. Boum boum, vous dégagez les chasseurs gobelins. Comme ça, vous avez d'autant plus de chances de récupérer une créature de mêlée. Enfin, vous voyez, très intéressante cette carte. Hein. Vraiment très stratégique justement. J'aime beaucoup cet aspect avec cette carte. Donc n'hésitez pas à la jouer. Ici, comme je vous l'ai dit, les hôtels sacrificiels qui permettent de se défaire de l'adversaire la plupart du temps. Vous pouvez les utiliser, le combo classique, hein, le gros combo archi classique, vieux comme le monde. Vous balancez l'olifant de guerre, boum, vous balancez la fortune, hôtel sacrificiel, et voilà. Vous pouvez balancer un blast à 7 points, de dégâts, n'importe où sur la board, mes amis. Vous libérez une lane, ou alors vous débarrassez d'une créature dangereuse. Enfin, vous faites tout ce que vous voulez, quoi. Avec un blast à 7 points, vous êtes bien. Et un blast à 7 points qui vous coûte 4, le problème c'est qu'il vous coûte 2 cartes, ça c'est un peu gênant, mais bon, ça va encore dans certaines situations. Ça vous fait un blast à 7 points, bah c'est exactement la même chose qu'une moisson d'âme, hein, mes amis, parce qu'il y a très peu de créatures qui ont une pool PV supérieure à 7. Ça vous fait un blast qui vous a coûté 4 de ressources. Et comme une moisson d'âme normale, sauf que vous maîtrisez pas la magie des ténèbres, donc vous êtes tout bénef, mes amis, très intéressant. Et ici, évidemment, la puissance de l'attribut qui va fonctionner comme je vous l'ai expliqué, avec notre ami le Cyclope Bagarreur. Je vous dis que c'est le Cyclope Bagarreur, mais évidemment vous pouvez le poser sur autre chose, hein. Vous pouvez vous faire un Mandemort Pao, mais de ouf, un Mandemort Pao de oufzor, vous posez ça, déchiqueteur crâne noir, vous lui mettez le plus 3 d'attaque, il monte à 5, vous lui mettez hop, un petit bâtiment comme ça le fait monter à 7 si votre adversaire a laissé un trou dans sa lane, un seul trou dans sa lane. Avec ce combo, bon ça coûte cher, hein, c'est un combo late game mes amis, si on est d'accord. Et bien vous lui faites 7 points de dégâts, ça correspond à un tiers de sa pool PV, c'est énorme, un peu plus même d'un tiers que sa pool PV, c'est énorme mes amis. Donc voilà, c'est vraiment cette capacité à finir à l'adversaire qui fait toute la force de ce deck. Bon, je vais rapidement essayer de vous montrer ça sur le ladder dans une toute petite seconde. Allez mes amis, c'est parti, on va attaquer ensemble le ladder, on va voir si c'est quelqu'un qui veut un petit peu se friter avec nous, qui a un petit peu de combativité à nous offrir, ce serait plutôt sympa. On va voir que mon 4 BS2 et OP était enclenché, puisque c'est celui avec lequel j'ai joué ces derniers temps, je l'aime beaucoup. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un deck que j'aime bien, je suis très content de vous le partager, et je suis particulièrement sûr de moi en vous le partageant, hein, mais j'en suis sûr, hein. Si vous le jouez, vous montez champion 2. Hein. Champion 2, je vous le confirme, mais easy les amis, easy. Vous pouvez voir que j'ai une très bonne main, très équilibré avec cette carte qui est parfaite en middle game. Par contre je suis contre un 4 émissaire de la liberté aussi, donc ça risque d'être assez intense. Je commence, donc un petit désavantage pour moi, hein. Ça je sais pas si vous vous en rendez compte, mais en général il vaut mieux ne pas commencer avec la plupart des decks. Sauf si vous avez par exemple un héros qui est un invocateur et qui n'a pas de ressources en fortune, en force, qui commence par exemple à 1 et 1, ou alors 2 et 1. C'est assez gênant quand vous ne commencez pas, puisque évidemment vous mettez un point en force, mais vous êtes tour 2, donc vous ne pouvez pas invoquer une créature à 2 de force, donc c'est assez gênant. Notre adversaire qui a l'air de bien roupiller là quand même. J'espère pour lui qu'il va se réveiller assez vite. Donc là mon adversaire qui a très bien compris le système. Je vais le bouger. Une solution, quelque chose que j'aurais pu faire, c'est l'attaquer en mettant par exemple une créature comme ça ici, en me disant ouais derrière je le finis. C'est pas un tellement mauvais trade parce que je perdrais une créature à 1, il en perdrait une à 2. Mais le problème c'est que s'il me met un gros ton devant, si après lui tour 3, s'il a ça, bah je l'ai dans le baba quoi. Donc là évidemment on bouge notre petite créature. Alors attention, on joue contre qui? On joue contre 4 émissaires de la liberté. Est-ce qu'elle peut nous faire des ponts détruits? Eh bien il y a de fortes chances parce qu'elle va jouer fortune. Donc est-ce qu'on va jouer sur la même lane? Eh bien non. Donc ça c'est assez gênant, j'aimerais bien jouer sur la même lane, je vous avouerai que j'aimerais beaucoup, mais c'est un petit peu risky business, donc on ne va pas le faire. Et là comme vous voyez mes amis, je vous avais dit que c'était plus intéressant de jouer en deuxième, et comme vous pouvez le voir c'est le cas, puisque lui m'a fait perdre une attaque, mais lui va pouvoir attaquer, vous voyez. Il m'a contré en fait, là clairement il m'a contré, là il prend un avantage, il faut bien comprendre ça. Voilà, donc je vous avais dit mes amis, j'ai bien fait de ne pas jouer parce qu'il a évidemment le gros ton à 3. Donc là dans ces cas là, il n'y a qu'une solution, hein, la manifestation les amis, hop on va jouer ça.
Clac, on ne va pas engager notre harpie Draenor, évidemment. On va le laisser scrouter, on va le laisser galérer avec ça parce que ça, il va pas savoir quoi en faire. S'il a un pont détruit et qu'il me le fait maintenant, bah je pleure un petit peu parce que j'ai deux points de ressources dans le baba, mais ça serait pas encore trop grave. C'est un petit peu risqué business, mais je me fais plaisir. Et derrière, si on peut, mes amis, on ira essayer de faire un petit move avec le déchiqueteur crâne noir, de le poser en jeu. C'est très intéressant de l'avoir rapidement en jeu. Vous voyez, si là par exemple il l'avait... Ah c'est bon, il l'a pas. Ah voilà, il l'a, donc il va prendre ça gratuitement. Je vous avais dit, c'est très intéressant. Hein. C'est une très bonne carte, le déchiqueteur crâne noir. Donc là, évidemment, mon adversaire qui se fait totalement plaisir. Là, vraiment, il est heureux. Là, encore un petit point gênant. Je pourrais prendre son loulou ici. Mais je ne vais pas le faire, je vais laisser mon harpie Draenor en sacrifice. C'est vraiment dur, c'est vraiment dur. Pourquoi? Parce que, eh bien, si je joue... attendez. Pop. Ah, je pourrais peut-être jouer un petit 3 et 1, ça pourrait être une compo assez intéressante. Le problème, c'est que là, je ne peux pas sauver mon harpie Draenor, hein, bien évidemment. Si je la bouge quelque part, à moins de... Oh, si, il y a moyen. Là, il y a un truc à faire. Regardez ce qu'on va faire. On va la mettre derrière et on va poser un gros ton devant. Comme ça, si celui-là essaye, bah, il va s'empaler dessus. Le problème, c'est que là, je joue très défensif. Mon adversaire peut... Mon adversaire qui a exactement le même deck que moi, hein, cela dit en passant, à mon avis. Comme ça, il ne peut pas attaquer mon harpie Draenor. Il ne pourra pas la tuer, mes amis. Et il ne pourra pas tuer celle-ci non plus, puisqu'il pourra me mettre 2. Il fait ça, il est presque mort, mais il pourrait pas derrière bouger cette créature et m'attaquer avec celui-là. Donc une très bonne affaire. Donc on va évidemment tout de suite planquer notre harpie Draenor. Et pour lui faire chier, on va le mettre en face. On va se mettre ça ici. Et notre petit point qui nous reste, mes amis, vous pouvez voir qu'il nous reste un point. Alors on a un éclaireur gobelin. Est-ce qu'on a envie de le jouer maintenant ? Eh bien écoutez, j'aimerais bien le jouer maintenant pour l'empêcher de trop me faire de dégâts parce que comme je vous l'ai dit avec ce deck, il peut me finir rapidement. Si je le joue, évidemment, ça va forcer son déchiqueteur crâne noir à m'attaquer. D'un autre côté, est-ce que je pioche une carte plutôt? Je suis à combien? Allez, je vais le jouer. Non, je vais pas le jouer. Je vais pas le jouer maintenant. Je vais plutôt augmenter ma magie en prévision. Et le laisser là pour le moment. Parce que c'est une petite carte à 1, j'ai pas spécialement envie de la sacrifier, je suis pas encore trop en danger, c'est peut-être un mauvais choix, hein, je perdrai peut-être. Mais pour l'instant mon adversaire a un petit avantage, mais là je suis pas trop mal. Il faudrait pas qu'il ait un vilain bonus, genre une tente de guerre à mettre sur son olifant, parce que je serais un petit peu déçu quand même. Mais de toute façon je suis obligé de jouer un petit peu risqué. Dès le prochain tour je pourrais jouer Zephyria, chasseresse des vents. Donc ça va être très intéressant, parce que là il va pas attaquer. Ah si, il attaque, ah ouais quand même. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça c'est bizarre, vous voyez, ça c'est très bizarre. Il va en mettre un derrière. Oh là là, je comprends pas. Ah là, je comprends pas du tout ce qu'on... Oula. Ouais, voilà. Il a attaqué. Oh non, il a pas attaqué 2 fois là. C'est moi qui est complètement bugué là. Donc ça c'est très bien. Notre ami ici se la joue tranquillement, détendu quoi. Il est très confiant là, notre ami. Donc on va essayer de se le châtier assez rapidement. On pourrait par exemple utiliser l'entrée sur le terrain de Zephyria pour la bouger là et châtier celui-là. Et mettre Zephyria ici. Le problème c'est que derrière il pourrait taper à 6 avec ces deux créatures. Donc là il se fait une power lane, mes amis. Il est en train de me prendre la game en fait. Typiquement. Donc il faut vraiment le contrer rapidement. Il va nous falloir une petite solution en sachant qu'il a ça ici. Et celle-là est très vulnérable. Très gênant. Ici je peux lui prendre mais je suis obligé d'attaquer. Le problème c'est que derrière j'aurais bien pris celui-là quoi plutôt. Mais bon, on va me dire c'est une créature à 2, bon normalement il n'y a pas à réfléchir 3 plombes. Ma petite Zephyria, parce que là je pourrais difficilement contrôler ça. Et en plus si t'as pas 6, je pourrais mettre Zephyria ici par exemple, ça me permettrait de contrôler cette lane. Mais si derrière il chope une semaine des mercenaires, il me prend ma Zephyria. Je pourrais utiliser ça pour mettre ici et stalker les deux. Mais c'est pareil, s'il prend une semaine du mercenaire, je l'ai dans l'os. Mais en même temps là je vais être obligé de... je pense que je vais être un petit peu obligé de jouer... mon coup. Ah ouais mais il va bouger ça, il va me prendre... Ah merde, il va me prendre mon harpie. Ouais bon ça je serais malheureusement obligé de faire un petit sacrifice. Ou alors je mets celui-là là et Zephyria en bas. Zephyria a que 6 PV donc elle perdrait ici quoi qu'il arrive. Ouais, on va jouer ça. Bon, il faut pas qu'il ait une semaine.
Faut pas qu'il ait une semaine des mercenaires, sinon bah je suis pas bien. Ah merde, j'aurais dû attaquer avant, je suis con, vous voyez une petite erreur, excusez-moi, c'est parce que je parle les amis, et il peut me prendre mon archer centaure. Donc comme je vous ai dit là, le deuxième tour qui a vraiment été très à l'avantage de mon adversaire, hein. C'est vraiment un gros avantage, vous pouvez voir qu'il a eu avant moi son déchiqueteur crâne noir, il a eu, bah, en plus il a une semaine des mercenaires, et merde. Bon bah là c'est la lose à mon avis, c'est même sûr en fait, c'est la lose, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, ça c'est malheureusement c'est le dieu des cartes qui en a décidé comme ça, il n'y a rien à faire, vous pouvez pas lutter contre ça. Alors ici évidemment il va vouloir se faire mon harpie, hein. Ça c'est sûr, mon archer centaure. Donc un petit problème, j'ai perdu ma Zephyria, c'est vraiment, là c'est vraiment dur pour moi. Je pourrais jouer 4 et 1, ouais, même au niveau des combos, hein, même au niveau des multiples, c'est vraiment pas ouf. Alors, il va falloir jouer logique, ici je la perds en plus celle-là. Alors ça pourrait le permettre de bien le bloquer, hein, de bien le counter par exemple ici si je la mettais ici, mais ça il va le déplacer là et il va me prendre cette carte là malheureusement. Comment faire je pourrais... Ouais mais ouais ça c'est pas encore trop grave en fait. Si je fais 3 et 1, il me reste 2 points sur les bras, ça c'est un peu dommage. Là il peut me le prendre, ça il pourra pas me le prendre. Ouais mais il aura une semaine, vous voyez il a encore une semaine des mercenaires le prochain tour. Donc gros problème pour moi. Je pense que cette game malheureusement, cette game je vais devoir m'incliner, j'en suis quasi sûr. Je vais jouer 5 et 1. Je vais jouer le 5 ici en bas en espérant que ça tienne. Ouais. Ou alors je joue plutôt là. Alors. Il tape à 3, hein, ils seraient plus sensibles eux. Eux aussi en même temps d'un autre côté, mais ils vont me le prendre. Ah oui, ils ont l'event en plus, donc non, évidemment, bien sûr que non. Là, normalement, même avec l'event, il ne pourra pas me le prendre. Ici, hop, je vais mettre ça ici, histoire de défendre. Là, je vais quand même lui mettre 2 points dans son harpie. Il va me la prendre, hein, c'est malheureux, mais... Et là, il va certainement tenter de prendre ça. Là, de toute façon, je vous ai dit, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une question de second tour. Un petit manque de chance, c'est pas grave, on va se refaire une game derrière si on perd, c'est pas très grave. Mais je suis un peu déçu quand même, j'aime pas perdre. Je suis un peu très mauvais perdant, donc voilà, ça c'était sûr et certain. Mais en faisant ça, sauf s'il a quelque chose... Ah, il a quelque chose à mettre. Ah, il a un olifant. Oh là, dur. Très dur pour moi. Bon bah là c'est le GG, hein, ça sert à rien de papoter des heures. Pop que je réfléchisse bien s'il n'y a pas un gros combo à faire pour bien le counter comme il faut, mais... Bon allez, je vais la jouer en mode rapidos, histoire de dire, mais là il y a vraiment très peu de chances de l'emporter. On peut voir qu'au prochain tour il va me mettre 6 points. Ouais, même là si je le tape je me prends la riposte, enfin voilà, ça sert à rien. Hop, on va concéder ce match aussi mes amis. Il faut savoir perdre. Il faut savoir perdre. GG à lui, il a bien joué. Il a surtout eu le tour 2 dans un match miroir. Dans un match mirror, et ben, ça pardonne pas, comme vous avez pu le voir. Hein. C'est vraiment, ça n'a été que ça. Uniquement une question de tour 2. Mais c'est le jeu, c'est normal, ça arrive. Donc bien. Je suis content de vous montrer. Une petite game où je perds. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Cette vidéo je vais quand même la mettre en ligne, comme ça montrera qu'on gagne pas toujours, je vous rassure. Oh putain, maintenant je tombe contre un Akamas, vraiment j'ai pas de chat du tout, mais vous allez voir que je vais peut-être pouvoir le counter moi-même cette fois-ci. On peut voir que j'ai quand même, en plus il a pas de tour 1, donc c'est une très bonne affaire pour nous. Hop, Akamas qui est extrêmement puissant en ce moment, hein. Akamas c'est très fort. C'est vraiment très puissant en ce moment, comme vous pouvez le voir avec ce petit sort des familles là qui va bien. Hop, on va tout de suite monter à 3 et poser un 2+1. Par contre, Akamas joue les ponts détruits, hein, c'est sûr et certain. Donc ne jouez pas sur une lane, mes amis, ne vous mettez pas en danger, surtout pas. On va lui laisser sa lane et on va prendre toutes les autres en fait. Tout simplement. Voilà, de cette façon, j'ai un avantage sur toutes les lignes. Quoi qu'il fasse, j'ai un avantage. Et derrière, j'ai plus qu'à gérer à peu près avec le reste, essayer de bidouiller. Voilà, donc là, il peut me reprendre. Puisque, attendez, ouais, puisque évidemment il peut monter avec la riposte, il se débrouille, très bien joué à lui, sauf que tu vas prendre ça dans le baba mon petit père, parce que bah ouais, c'est une lane de mêlée, donc voilà une petite tente des familles. Oh merde, l'erreur, oh l'erreur que j'ai fait, oh l'erreur de ouf, oh l'erreur de malade, oh là c'est moche, là j'ai honte mes amis, grosse erreur, j'étais en train de parler, bon je fais ça.
C'est dommage, mais je m'en sors bien. Pourquoi je sacrifie? Parce que je peux surtout pas perdre mon monteur gobelin. Surtout pas d'abord parce qu'il me donne le point de commandement et en plus parce qu'il est sur une tente de guerre. Il est hors de question de le perdre. Pour remarquer que je suis quand même largement devant, hein, je suis bien. Le problème c'est que là, il risque très très fort de me sortir un déchiqueteur. S'il l'a... Ah merde, ça c'est une lourde perte. Une très très lourde perte. Là, mon adversaire prend un gros avantage. Avec cette carte qui est assez décisive hein, quand même. Attention. C'est dommage qu'on soit pas à 6 là. 6 ça aurait été parfait, j'aurais pu avec Zephyria renvoyer ça. Donc là par contre, on peut voir qu'il est déjà monté. Sinon j'aurais mis celui-ci, je l'aurais mis ici. Et j'aurais pu jouer la grosse défense. Le problème c'est que si je joue la défense, il va me le renvoyer en main hein, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien mes amis, il va falloir jouer sur 2 lanes. Pas sur une lane parce que là il y a le pont des trucs qui arrive hein. Ça c'est sûr et certain, il a monté, c'est pas pour rien. Donc soit je joue l'attaque rapide mais d'un côté eh ben si je suis con moi, bien évidemment que je joue l'attaque rapide. Comme ça je lui prends ça. Alors ici il faut la jouer comme Beckham, il faut la jouer comme ça. Et on va jouer ça. Alors ça c'est un sacrifice hein, bien évidemment, vous vous en doutez. J'espère qu'il tue celui-là, comme ça celui-là reste plein de vie et moi derrière celui-là je me le fais quoi qu'il arrive puisque ma lane est libre. Donc il pourra pas le protéger, c'est impossible. Donc derrière celui-là, il y passe, ça c'est très très bon pour nous, voilà, donc il fait ça évidemment. Il choisit de s'empaler, il va peut-être choisir de... Bah non, il peut même pas, j'allais dire si... Oh putain, ça c'est fort. Oh ça c'est fort. Par contre là, ah bah oui mais il aurait... Bah s'il aurait pu me le prendre. Ah ça c'est bien joué, très bien joué à lui. Excellent. Donc là, on va lui super mettre dans le baba. Dans le genre super mettre dans le cul quoi. Et avec Zephyria et Ludevant, mes amis, faut pas... Ah non, elle demande 4 de magie, oh, je suis deg. Ah là, je suis malheureux. Ah là, je suis vraiment malheureux, les amis. Je suis à 3 de magie. Et ça risque très fort de me coûter la game. Aïe. De toute façon, là, j'ai pas le choix, il faut prendre ça. Il faut prendre ça à tout prix. Maintenant, derrière, évidemment, il me le prend avec son éclaireur gobelin. Ça c'est pas bon du tout, hein. Ça c'est pas bon du tout là pour moi. Oh là là. Alors attendez, laissez-moi réfléchir. Ou alors je pose ça, mais s'il a une semaine des mercenaires, il me le prend. Hein. Et en plus, vous voyez au niveau des multiples, multiples l'extrême là. 4, j'ai 2 points dans l'os. De toute façon, celui-là, il n'y a pas à réfléchir, il faut le passer là. Il va mourir sur ça, hein, mais de toute façon, il me l'aurait tué quoi qu'il arrive avec son propre déchiqueteur. Il a eu un petit peu de réussite quand même de m'en sortir 2. Dès le prochain tour, c'est bien simple. Ce qui va se passer... il faut que je contrôle ici. Dès le prochain tour, ce qui va se passer, je sortirai Zephyria, je bannirai, je lui renverrai ça en main, ou alors s'il m'en sort une grosse maintenant, c'est encore mieux, et je ferai monter ça et je le tuerai avec mon gobelin. On peut voir qu'il est à 10, je suis à 15, c'est pas archi dégueu, par contre il a un gros carte advantage sur moi, il me reste très peu de cartes, par contre j'ai quelques bonnes cartes, c'est des bonnes, hein, c'est des bonnes cartes, c'est cool. Je suis à fond dans mes ressources, enfin là il va falloir un point, mais derrière je peux piocher. Allez, ça va, oi, double, double petite carte, ça c'est pas bon pour nous, hein. Non, ça c'est pas bon pour nous. Donc là, évidemment, lequel est-ce qu'on va renvoyer? On va lui renvoyer celui-là en main qui est bien chargé. Donc ça va bien lui faire mal au cul. Là, il va nous faire un truc pas net. Non, ça va. Et bien joué, hein, puisque celui-là est à 3. Alors. Vous voyez que c'est pas évident. Hein. Celui-là est à 3, il peut me le one-shot. Faut que je réfléchisse au placement. Bien, comme ça, je peux le prendre, celui-là. Avec 0, en plus, il a 0 de riposte. Donc très très bon pour nous. Ma Zephyria va me coûter tout ce que j'ai, malheureusement. Ah, je pourrais jouer ça aussi, hein. Putain, je pourrais jouer 3 et 4, hein. Ça se goupillerait bien au niveau des multiples. Ou alors 3 et 4. Celui-là pourrait me permettre de prendre celui-là, par exemple. Ah, c'est dommage, 4 et 4, ça aurait été mieux, là. Celui-là, si je le prends, il est pas bien. Si je le renvoie en mal, il est pas bien non plus, en même temps. Zephyria est une mêlée, hein, attention. Ici, par contre, celui-là, si je le dégage, je peux prendre ça gratuitement. Et je garde une très bonne carte ici, full PV. Très intéressant, et s'il veut me la prendre avec son déchiqueteur, il sera obligé de la monter, ce qui fait que derrière je peux le tuer. Donc ça, il faut s'en débarrasser, c'est clair et net. Ça, il peut le tuer ici en un coup. Ok. Donc l'idéal serait de jouer Zephyria, de dégager ça et de bouger celui-ci après l'attaque. Ouais, on va faire comme ça.
Ah ouais, mais je suis obligé. Merde, je peux pas. Sinon, j'aurais dégagé celui-là, tué celui-là et bougé celui-ci ici. C'est un peu le truc compliqué, mais bon. Euh, du coup. Mazephiria, je vais la mettre. Hmm, Mazephiria, je vais la mettre. Je vais la mettre ici. Ouais, mais mettre mon héros en danger, c'est chaudard. T'as pas 5, ouais, si, il va trouver le moyen. Faut que je fasse ça. Hop, c'est un peu showtime. Hein. C'est un peu showtime, je vous le dis. C'est un peu showtime. Non, là, je vais sacrifier ma créature. Je vais sacrifier ma créature, je pense. Ah ouais, mais je suis obligé d'en bouger un. Donc non, je vais le mettre là quand même. Allez, on y va, on envoie. Hop, c'est bon. Putain, c'était tout juste. Hein. Je me donne le temps de réfléchir les amis, parce que bon, perdre 2 fois de suite. Là, je prends... Oh, mais je suis con aussi, là, le 4-6. Oh là 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 là, j'ai pas été bon là. Bah ouais, forcément. Derrière, il me fait un sacrifice. Il me sacrifie derrière celui-là sur celui-là et je perds la game là-dessus. Une grosse erreur. Ah bah non, c'est bon, je suis con, c'est lui qui a 8 PV, c'est pas moi. Donc ça va. On a encore un tout petit peu de marge, mais je prends un gros risque. Hein. Je vous dis, ça c'est un deck qui est spécial, on achève l'adversaire. D'ailleurs, moi je vais pas tarder à essayer de l'achever non plus. Hein. Avec ça, plus on peut voir qu'au prochain tour, j'aurai une semaine des mercenaires. Donc si j'y arrive, ça serait vraiment bien. Là, la game se joue là maintenant, on va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Je pourrais jouer au prochain tour ça, plus semaine des mercenaires. Celui-là, je peux le faire donc monter, lui mettre 6 points de dégâts in the face. Ah non, ça fait mal. Mais c'est pas trop grave ça encore. Ça, c'est pas encore le pire. Il avance bien. Là, il cherche une solution pour me finir. Vous pouvez en être sûr. S'il me met 6, il me reste 4 PV. Ouais, il pourra pas gruger d'autant. Oh, merde, s'il me joue ça, je tombe à 2 PV, mais il me tue pas normalement. 6 plus 2, 8 plus 2, 1 PV. Oh la vache. Ouais, il faudrait qu'il ait le sacrifice et qu'il joue ça et que ça tombe et que ça proc parfaitement parce qu'il aura pas un point pour piocher une carte. Donc à voir. C'est très 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 serré comme match. Hein. Je vous dis, la Camas c'est vraiment performant en ce moment. Alors nous derrière on a des bonnes armes. Hein. On peut s'en sortir. Là, évidemment, un truc idéal serait une puissance de la tribu. Je suis pas au maximum, c'est dommage. Ben non, je pourrais même pas la jouer. Mais là, j'aurais une puissance de la tribu, je la mettrais là-dessus. Ici, je fais un éclair, boum, je le one-shot, le mec, fini. Ça, c'est pas bon. Ah, merde. Ah, c'est bon, ça. Hein. Il me tue pas, mais il me met pas bien du tout, là. Hein. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Alors là, je peux lui mettre 2, 3, 6. Ah bah j'ai gagné. Ouais, j'ai gagné normalement. Que je dise pas de conneries. 3, 6, ouais. Normalement, j'ai gagné. Hop. Voilà, c'est dans la poche. Vous pouvez voir que c'était ultra, ultra, ultra serré. Mais je suis content de vous avoir montré ce match. Parce que d'abord, c'est un des pires match-up que vous aurez. Hein. Kama, c'est très 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 dur à contrer. J'ai mis d'ailleurs un lien. Ah non, je l'ai pas mis en lien. Bah, je vous le mettrai en lien de cette vidéo. Il y a des sujets qui ont été faits sur les forums officiels. Des mecs qui whine parce qu'Akama, c'est trop trop dur à battre. C'est pas possible, les gens ils deviennent fous. Donc c'est chouette et je vous ai montré, vous avez bien vu les mécaniques de ce deck, hein, le fait de voler la victoire, vous avez vu qu'il a essayé de me le faire via l'hôtel sacrifice, c'est pas passé. Moi derrière, grâce à ma petite carte, je vous avais dit que ça valait le coup cette carte, je vous avais dit qu'elle était importante, je suis content d'avoir pu vous le montrer, parce que on pourrait se dire à première vue avec ce deck que putain merde, tu montes à 4 de magie, c'est un truc que je fais jamais. Tu montes à 4 de magie pour 2 sorts quoi. C'est vraiment rien du tout. Et t'as rien à 1 et à 2 et t'as une pauvre carte à 3. C'est nul. Eh bien non mes amis, c'est très important dans ce deck parce que le deck est basé là-dessus sur le fait de voler la victoire. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez les amis, faites parler de vous. Moi c'est comme ça que j'ai des retours de vous, c'est ça qui me plaît de savoir qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous aimez pas. Et je rappelle que je réponds à tout le monde. Je vous fais des gros gros bisous mes amis, on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao. Vous changez ça contre son USUR, lui il a fait un investissement mais il a dans le baba et comptez dessus et non vous le surprenez et vous reprenez la game. Très très intéressant. Je n'en mets qu'un parce que tout le monde ne joue pas Nécropole donc forcément je vais pas en mettre deux parce que sinon les bâtiments ça reste quand même assez
Les bâtiments sont bien, hein, c'est pas ça, mais ça reste assez exotique, quoi. On n'en voit pas à toutes les games des bâtiments, donc bon, c'est pas forcément immanquable. Alors ici, la foudre, 2 foudres, ça permet de monter, ça demande de monter à 4. Alors c'est un peu cher, je sais que c'est un peu difficile de monter jusqu'à 4, mais vous verrez dans la pratique, ce deck, je l'ai joué énormément, vous pouvez me faire confiance, c'est parfait comme ça. C'est fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Ce deck peut vous permettre de vous débarrasser d'une créature, cette carte, pardon, et peut également vous permettre de contrôler excusez-moi, peut également servir de finish en libérant une grosse créature, en libérant une lane pour vous permettre de taper le héros adverse directement. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de finish, mes amis? Parce que ce deck justement est basé, comme beaucoup de decks du Bastion en ce moment, est basé sur le fait de voler la victoire. En fait c'est bien simple, vous allez devoir poser vos créatures, ne pas trop chercher le contrôle de la board, mais plutôt chercher à faire du gros dégât à l'adversaire, au héros adverse le plus rapidement possible, et dès qu'il arrive à 7, 8 PV comme ça, là vous partez en mode je te finis maintenant. Donc là c'est parti, c'est tous les coups de salaud. Vous balancez les déchiqueteurs crâne noir avec les tentes de guerre, vous foutez des gros buffs sur vos cyclopes bagarreurs avec ça, vous faites des sacrifices pour libérer des lanes, enfin vous voyez c'est parti quoi, en mode salaud il faut le finir. Et c'est vraiment comme ça que ça se joue, c'est très agressif, c'est très désagréable de jouer contre un deck comme ça, parce que vous êtes là, vous avez la game en main, vous avez le board control pendant toute la game, et votre adversaire vous fait un sacrifice, boum, un petit man de mort pao façon maison, une petite foudre pour libérer une lane, et ni vu ni connu, il vous met 10 points dans le baba, et c'est terminé mes amis, fin de la game. Donc voilà, un deck très agressif qui a une mécanique assez spéciale. Alors ici, bon, je viens de vous les montrer, hein, les 3 tentes de guerre, et en fortune, mes amis, 2, revoir sa stratégie, excusez-moi. Revoir sa stratégie, j'aime beaucoup parce que c'est une carte qui est très polyvalente. D'abord pour avant tout, elle vous permet de piocher une carte. Donc c'est un accélérateur de deck, mais également, elle vous permet d'épurer votre deck. Donc évidemment, vous ne jouez jamais ce genre de carte contre un jeu meule, on n'en voit plus maintenant, mais avec un peu de logique, ça se comprend tout de suite. Et vous recherchez 3 cartes dans votre bibliothèque que vous bannissez. Ça vous permet, si vous tombez par exemple... Je vais essayer de vous donner un exemple, mais voilà, typiquement, si vous jouez contre quelqu'un, vous êtes sûr et certain qu'il ne va pas vous faire de bâtiment, vous pouvez bannir glissement de terrain. Si vous jouez contre quelqu'un, vous savez qu'il ne va pas vous faire de créature. Maintenant, on n'en voit plus, mais par exemple, les slowpoke, à l'époque, vous auriez pu bannir foudre. Si vous arrivez au tour 7, boum, il y a un revoir sa stratégie qui vous tombe en main. Bon, vous retournez là, vous regardez vos créatures, vous dégagez les éclaireurs gobelins à 1, vous n'en avez pas besoin. Si vous avez déjà profité de son petit skill. Très intéressant. Zephyria et Ludevant, cette fois-ci la deuxième version de la carte. Celle-ci est beaucoup plus intéressante en late game. Pourquoi? Parce que son pouvoir, lorsqu'elle rentre sur le champ de bataille, vous replacez une créature dans la main de l'adversaire. Alors, évidemment, plus on sera vers le late game, plus cette créature aura potentiellement un coût élevé et plus ce sera une lourde perte pour l'adversaire. Si vous lui renvoyez un titan déferlant en main qui coûte 6 ou 7, ou même une sentinelle des âges, soyons fous, qui coûte 8, je crois, ou 10 de mémoire, non 8, 10 c'est le djinn sculpte nuage. Eh bien mes amis, il perd 8 points. Vous posez une carte à 6 et vous lui renvoyez 8 points dans les dents. J'aime autant vous dire que ça fait très mal. Donc une carte à jouer en late game. Et son deuxième pouvoir, lorsque Zephyria entre sur le champ de bataille, repositionner la créature adverse ciblée. Eh bien c'est notre petit coup du chapeau. Notre petite dédicace au sanctuaire, c'est un petit move, vous le savez bien, qui permet d'achever facilement une créature. Par contre, faites bien attention quand vous la jouez, ne vous faites pas avoir une erreur typique des débutants qui n'ont pas l'habitude du positionnement stratégique, puisque c'en est un, c'est un positionnement stratégique, et de se dire, ah bah regarde là, si je lui mets une claque à 2, hop, je pose Zephyria, je le déplace, et je retape avec mon autre créature, qui tape à 6, et boum, ça fait 8 points, il est mort, c'est bueno. Beaucoup de débutants, je le vois souvent sur le ladder, jouent Zephyria, et oublient avant de taper avec leur première créature. Ici dans mon exemple, celle qui devait taper à 2. Ils posent Zephyria et une fois qu'elle est posée, c'est trop tard, vous pouvez pas la reprendre, il faut jouer le pouvoir maintenant. Et donc votre petite stratégie sur le positionnement stratégique tombe à l'eau. Voilà mes amis. Et ici pour notre troisième épique unique, eh bien Shinoshi, qui sera utile forcément en late game, hein, comme vous pouvez le voir avec son coup, de toute façon il n'y aura pas le choix, mais qui sera particulièrement utile. Pourquoi on a 2 créatures à jouer en late game? Et bien celle-ci sera très utile contre la magie des ténèbres, hein. Shinoshi qui a charge protection ténébreuse, donc très intéressant, anti-contrôle. Donc vraiment très bon, et pensez bien, Shinoshi a une riposte énorme, 6 c'est vraiment une des ripostes les plus élevées du jeu, mais il a également une pool PV qui est assez faible, ne vous faites pas avoir, ne misez pas trop sur la riposte, il peut quand même assez rapidement mourir. On pourrait tenter de l'utiliser pour bloquer une lane par exemple avec 2 créatures qui tapent à 2,
Admettons, on se dit allez je le pose, s'ils tapent dessus elles vont s'empaler et en plus elles ne le tueront pas. Derrière, si votre adversaire chope une semaine des mercenaires, eh bien il vous prend votre carte à 8 gratuitement. Donc faites attention, ne soyez pas trop greedy, ne soyez pas trop gourmand sur le Shinoshi. Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on a? On a également les harpies de Ranar. Donc voilà, ça c'est très basique. Ici les chasseurs gobelins, très basique. Le mentor gobelin, une nouvelle carte de la nouvelle extension, très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a une force de frappe très puissante. Vous pouvez voir que celle-ci est une 2-1-3. Et bien celle-ci est une 3-1-3. Donc très intéressant, plus le petit point de commandement qui peut être utile quand on joue comme ici, ça va être le cas avec 4 et qu'on doit jouer sur 3 tableaux, qu'on doit jouer fortune, magie et en même temps créature. Donc un petit point de commandement c'est toujours bon à prendre. Et bien il sera une 10-10-7, c'est énorme. C'est une carte qu'on voit beaucoup dans les decks Akamas full force évidemment. Mais elle a sa place dans votre deck aussi. J'en ai deux. Pour tout vous dire, ma première idée de ce deck c'était de ne pas les mettre. J'en ai mis un, je l'ai testé, ça marche très bien. Je vous conseille d'en mettre au moins un parce que ça peut vraiment être une carte qui traîne dans votre main et en late game elle a toute sa force à jouer. Vous voyez vraiment en late game, vous attendez, vous êtes là, vous trouvez pas trop la solution, vous savez pas trop comment finir, votre adversaire, vous lui prenez des créatures, il vous en prend. Vous avez votre seigneur de guerre clan crâne noir qui traîne dans votre main, vous augmentez votre force et quand vous le posez, boum, vous avez une grosse créature qui pose le jeu. Attention, ne la jouez pas contre les ténèbres parce que vous allez vous la faire voler mes amis, c'est sûr et certain, et là vous serez très mal. Alors, notez aussi une chose. Le seigneur de guerre clan crâne noir, ses stats évoluent en temps réel, c'est à dire que si vous l'avez posé sur le terrain et que vous augmentez à ce moment là, après l'avoir posé, donc il a pris ses valeurs, mais si vous augmentez après, par exemple le tour d'après votre force, eh bien il augmentera d'un point mes amis. Donc ça peut être très intéressant pour surprendre l'adversaire. Ici le broyeur crâne noir, une carte fantastique qui était complètement désuète il y a 5-6 mois, elle est un peu plus quand même, il y a 6-7 mois plutôt, elle était devenue complètement désuète parce qu'elle n'était plus assez puissante et là mes amis elle revient mais d'une force, c'est un incontournable, elle est géniale. 3, 2, 7, une bonne attaque, une bonne riposte, une énorme pool PV, un coup qui est correct pour ce qu'elle fait, c'est vraiment correct, elle pourrait coûter 6 selon moi, et elle a protection contre les sorts adverses, aussi bien les dégâts, aussi bien les possessions par exemple, ou alors les debuffs du style Brin de Soie de Lune qui enlève de l'attaque. Elle a tout mes amis, on ne peut rien lui faire par les sorts, les AE ne la touchent pas non plus. Notez bien que ça n'est pas un anti-ciblage, c'est bien une protection contre les sorts adverses. Elle ne prend ni dégâts et elle ne peut rien subir d'eux, donc très intéressant. Notez quand même que ça ne concerne pas les fortunes. Ici nos 3 épiques qu'on a déjà vues. Je vous en ai déjà parlé, je pense que ça a été assez clair. Ici, le glissement de terrain. Alors j'en mets un parce que, c'est un petit peu discutable, mais moi je l'aime bien parce que ça c'est une carte qui rapidement tombe dans votre main, qui souvent est dans votre main. Elle est un petit peu carte morte au début, mais quand vous jouez contre comment il s'appelle, la nécropole, eh bien mes amis qui vont faire des ossuaires, vous savez qu'en ce moment les ossuaires c'est le grand amour, tous les nécropoles les jouent à fond. En plus c'est une carte super facile à avoir, moi j'en ai 8 d'ossuaires pour tout vous dire. Eh bien un glissement de terrain ça peut vite changer la donne, ça peut vite... vous remettre dans la game en détruisant le bâtiment ciblé et en infligeant 2 points à la créature qui est dessus. Donc c'est très intéressant puisque l'ossuaire justement fait venir des créatures qui sont très faibles et qui ont souvent des poules PV à 2 par exemple. Vous lui faites un glissement de terrain, vous tuez la créature et vous vous débarrassez du bâtiment. Pour mémoire, un ossuaire coûte 3 ou 4. Donc vous voyez si vous arrivez, c'est un trade quoi. Alors pourquoi malgré que cette carte soit très forte, pourquoi est-ce que je n'en ai mis que 2? Eh bien parce que sinon je vais avoir beaucoup de créatures de mêlée et ça déséquilibre mon deck. Encore une chose sur laquelle je vous dirai un petit mot, dont laquelle je vous dirai un petit mot pendant la vidéo de tutoriel pour fabriquer un deck, pour construire un deck avec ce BS2, je vous en reparlerai de l'équilibrage, c'est très important. Si vous avez trop de tireurs, vous allez vite être gêné et vice versa. Ensuite, les archers centaures, très classique, les olifants de guerre. Alors là, une carte qui a totalement repris sa place avec le BS2, elle est géniale, 2-2-7. Pourquoi est-ce qu'elle a repris sa place avec le BS2? La méta a changé. Avant, les grosses bêtes à forte pool PV n'étaient pas tellement intéressantes et c'est pour ça que le bastion a pris très cher avant. Le bastion n'était plus au top du top, vous le savez bien. Eh bien parce que le bastion qui est basé sur des grosses poules PV, de la bonne riposte et tout ça, vraiment des grosses créatures comme on peut le voir avec celle-ci, ou même le cyclope bagarreur, ou même l'ancien orc corrompu, eh bien
ces grosses créatures se faisaient contrôler parce qu'on vous faisait une moisson d'âme ou alors on vous faisait un vol de créatures et vous l'aviez dans le baba. Parce que si on vous vole une créature avec une forte pool PV et une forte riposte, et ben c'est vous qui êtes le plus gêné forcément. Votre arme se retourne contre vous et elle est très forte. Et bien ici maintenant il y a beaucoup moins de contrôle de grosses bêtes. Et l'olifant de guerre prend toute sa place. Vous pouvez remarquer également une excellente chose avec l'olifant de guerre, mes amis, c'est qu'il a une pool PV à 7. C'est-à-dire que si on lui fait une frappe de foudre dessus qui tape à 6, il n'est pas mort. Alors évidemment, s'il y a une créature en face, elle pourra taper dessus et le tuer et l'achever. Mais ça prendra l'attaque de la créature, il faut qu'il y ait une créature en face. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un petit plus qui est assez important, cette petite pool PV en chiffre impair à 7, très intéressant. Ici, les cyclopes bagarreurs, cartes très utiles dans ce deck qui vont être couplées avec la fortune, puissance de l'attribut. Si vous en avez 4 de puissance de l'attribut, vous pouvez les mettre. Très intéressant, hein. Vous gagnez pour un maigre coup, la créature gagne 3, donc très intéressant, 3 d'attaque. Vous le mettez sur un cyclope bagarreur, mes amis, s'il est sur une lane seule, ça le fait monter à 5 d'attaque. Il a double attaque, c'est-à-dire qu'il tape à 10. Il prend la moitié de la pool PV de l'adversaire avec une seule attaque. C'est énorme, mes amis. Et derrière, vous n'avez plus qu'à l'achever avec vos déchiqueteurs crâne noir, qui sont, je le rappelle pour ceux qui connaissent vraiment pas le bastion ou qui ont un petit peu raté le BS2 et tout, le déchiqueteur crâne noir c'est le nouveau Manmorpao, hein, évidemment. C'est pour ça que maintenant tous les joueurs du bastion le jouent à 4 la plupart du temps. Quelquefois ils en mettent 3 mais quand ils ont une autre idée en tête, mais sinon ils en mettent systématiquement 4. Le déchiqueteur crâne noir plus tente de guerre, c'est un gros classique, vous devez le savoir. Ça fait un Manmorpao qui tape à 4, c'est très puissant. Alors voilà, évidemment on en met 4 comme je vous l'ai dit. Le seigneur de guerre clan crâne noir, en voilà un gros nom. Eh bien mes amis, une créature très intéressante, plus on l'utilisera en late game, plus elle le sera, puisque le seigneur de guerre clan crâne noir possède des valeurs d'attaque et de riposte égales à votre niveau de force, mes amis. Donc si vous montez à 10... Et bonjour à vous mes amis, aujourd'hui on se retrouve avec Ménard pour la suite des tutoriels. Aujourd'hui on va attaquer ensemble le bastion avec un des deux petits decks que je vous ai préparés qui sont ma foi fort sympathiques en ce moment. Je joue beaucoup bastion en ce moment, je le redécouvre un petit peu, je me fais plaisir et j'espère que j'arriverai à communiquer avec vous, à vous communiquer cette envie et ce petit bonheur qu'on a avec le BS2 qui est sorti, qui a fait revenir le bastion au devant de la scène, avec le deck Akamas qui est très connu. C'est un deck Akamas très puissant et qui coûte vraiment peu cher. Et le 4 BS2 bien fat, je l'ai appelé. Alors je vais vous proposer d'abord le 4 BS2. Pourquoi? Parce que c'est un deck dont d'abord je suis bien sûr, hein, je suis très sûr de l'Akamas aussi, il est très puissant. Mais je vous propose celui-là parce qu'il coûte moins cher que l'Akamas. Vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques épiques, hein, mais ils sont pas obligatoires. Je vous le propose aussi parce que 4, tout le monde l'a et tout le monde n'a pas Akamas, donc peut-être que celui-là sera un petit peu plus accessible. Et là mon but c'est vraiment de donner aux joueurs du bastion qui seraient perdus ou qui savent pas comment s'y mettre, ou à ceux qui désireraient se lancer dans le bastion avec ce BS2, et de leur donner des pistes de réflexion. Donc les amis, ça va se jouer avec notre ami Kat, émissaire de la liberté, qui a 2 écoles de magie assez intéressantes, hein, très bonnes en AE. Un héros équilibré comme tous les émissaires, et donc qui a forcément, tous les émissaires, hein, pour ceux qui ne le savent pas, ont forcément 2 en fortune. Vous pouvez voir qu'elle n'a pas de skill, c'est le prix à payer pour le 2 de fortune de base. Mais on n'en aura pas besoin de son skill, donc c'est pas vraiment très grave. Alors ici... 4 écareurs gobelins, eh bien simplement parce que moi j'aime bien, donc ça c'est un choix, vous le verrez, je vais bientôt faire une vidéo pour expliquer comment bien créer un deck avec ce BS2 puisque la méta a changé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une créature à 1, pas toujours. Dans ce deck, moi je le choisis parce que j'aime bien tout de suite avoir quelque chose à jouer. Je déteste avoir un tour à vide, surtout quand j'ai pas les événements semaine de la connaissance. Alors voilà, mon petit starter, mon petit pied dans la game, ce sera les 4 éclaireurs gobelins. Ensuite, le barde vagabond, qui va être très important dans cette game, à condition que vous ayez les 3 épiques, mes amis. Alors pourquoi? Parce que le barde vagabond vous permet d'appeler une créature unique, et vous la pose en main, vous la fait remonter de votre bibliothèque en main. Et bien, pourquoi est-ce qu'il est très important? Puisque j'ai 3 épiques, j'en ai même 4 en fait, mais j'ai 3 épiques uniques, qui sont très bons, tous, mais dans une certaine situation, mes amis. On ne peut pas tous les jouer n'importe quand, il faut vraiment avoir, il y a vraiment un feeling à avoir avec ce deck. Vous allez jouer vos épiques à un certain moment, et votre barde va les appeler. Il faudra à ce moment là bien choisir lequel vous allez prendre. Alors je vais tout de suite vous en dire un petit mot. Zephyria, chasseresse des vents, typiquement c'est très bon en middle game.
En middle game, c'est très très bon grâce à sa capacité. À chaque fois qu'elle attaque ou qu'elle entre sur le champ de bataille, une autre créature gagne vivacité. Donc voilà, plus vite vous la posez, plus vite vous allez